Je pense que le travail de l'écrivain, c'est de donner à éprouver sensiblement les réalités humaines plutôt que de les nommer ou que de discourir à propos. De même que Proust nous fait vivre et nous donne accès sensiblement à une enfance dans un milieu qu'on pourrait dire privilégié. Et je l'en remercie énormément. Et il y a des générations et des générations de lecteurs et de lectrices qui peuvent l'en remercier parce qu'on n'a pas accès à ce monde-là. On a accès à des stéréotypes, on a accès à de la sociologie qui peut être très pertinente, mais la littérature, elle nous donne accès presque physiquement à ce que c'est que cette vie-là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présente ce soir pour cette nouvelle rencontre littéraire de réseau. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette rencontre autour de ce magnifique texte qui m'a vraiment beaucoup touché, L'Entroubli. Cher Thibaut, on s'est rencontré avec Thibaut au festival de Besançon, Livre dans la boucle. On a fait connaissance dans le wagon-bar du TGV qui nous menait à ce festival. Et j'ai commencé par rencontrer Thibaut avant de lire son livre. Et on a sympathisé. Puis ensuite, j'ai lu L'Entroubli. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que Thibaut vienne à Réseau. Donc je suis très content de l'inviter. Pour quelle raison? Alors, première chose, parce que c'est je trouve un très grand texte. C'est la toute première chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une exigence et je dirais même un souci de vérité dans la langue que tu inventes, puisque tu inventes vraiment une langue pour restituer quelque chose du mystère de l'enfance, de l'adolescence, de la vie qui passe, de l'étrangeté d'être homme, comme tu le dis au début de ton récit. Et puis parce que tu travailles, tu sers de très près ce que tu appelles l'entroubli. Et je vais te laisser voilà, nous en parler un petit peu de ce terme qui provient d'un des laits de François Villon. Et puis ça va être une rencontre un peu particulière puisque Thibaut a accepté de dire son texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisque Thibaut connaît une grande partie de son texte par cœur et que voilà, il s'est produit dans plusieurs lieux, notamment des théâtres, pour le dire. Et donc on va abréger un petit peu la rencontre, on va faire 20-25 minutes d'échange. Puis Thibaut va dire le texte pendant une quinzaine de minutes, on a sélectionné les extraits, puis ensuite il y aura un petit temps d'échange, et puis ce sera une manière aussi d'entendre la langue de Thibaut. Et pour commencer, Thibaut, j'aimerais bien que tu reviennes pour commencer sur Anna Akhmatova, puisqu'on est arrivé, et tu m'as dit « Cette femme m'a sauvé la vie il y a 1 an et demi ». Peut-être, pour commencer, tu pourrais nous expliquer pourquoi. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors on a parlé d'Akhmatova parce qu'on a vu son portrait à l'entrée. Et elle a en effet, je pense, sans aucun, même si j'aime bien le romantisme, mais j'allais dire sans aucun romantisme, et pourquoi pas avec romantisme, mais en tout cas, je pense qu'elle m'a sauvé la vie très concrètement. J'ai eu une phase où j'ai pris beaucoup de drogue dure à un moment, il y a 1 an et demi à peu près. Et c'était un moment assez bref, mais j'en ai pris beaucoup trop. Je me suis égaré, comme ça m'est arrivé souvent dans la vie avec les addictions. Je suis très sujet aux addictions. Et j'avais perdu tout sens, voilà, mais voilà, toute signification dans la vie et aussi mes sens, alors que je suis quelqu'un de très sensible, là aussi, à tous les sens du terme. C'est-à-dire que il me suffit de voir
voilà, le soleil se couchait et je suis bouleversé, je suis très réceptif à la beauté des choses. Et, et là, je n'avais plus rien qui me parvenait. J'étais dans un état d'apathie et de torpeur, parce que cette grande excitation que procurent ces excitants m'avait laissé dans un état vraiment de quasi mort. J'avais l'impression de ne plus avoir de prise, ni avec le monde sensible, ni avec le monde poétique, qui a toujours pour moi été aussi une issue existentielle. Quand, quand le monde est trop étroit ou quand j'y suis vraiment mal, je peux toujours compter sur Mallarmé, par exemple, sur des poètes. Et là, même Mallarmé ne pouvait plus rien pour moi. Et je lis Akhmatova, que je connaissais assez peu, que j'avais acheté en librairie quelques semaines avant. Et j'ai tout de suite été sensible à sa grande sensibilité qui est toujours alliée à une grande force. C'est pas quelqu'un qui se lamente. Et à un moment, alors qu'elle aurait largement de quoi se lamenter, je tombe sur ce qui me semble être un peu une lamentation. Je me dis, ah, j'étais très heureux pour elle qu'elle s'autorise ça, avec une vie si rude, voilà, qu'elle dise, mais pourquoi, mon Dieu, on m'impose ça, je n'ai fait ni de mal à ma mère, ni à mon frère, ni à ma sœur. Pourquoi tant d'âpreté, pourquoi tant d'adversité dans cette vie? Et ce poème se termine sur ou alors c'est un ange qui nous montre une lumière pour nous invisible. Et alors que moi, plus aucune lumière sensible ne me parvenait, j'avais beau me concentrer sur la beauté des choses, la reconnaître objectivement, j'étais plus traversé par cette beauté-là, ni par celle des mots. Ce vers qui est presque en forme de question, même s'il ne s'achève pas par un point d'interrogation, a réveillé en moi une tension extra-sensible d'abord, mais comme nous sommes des êtres sensibles, cette tension extra-sensible, elle va réveiller progressivement les sens. Et donc je me retrouve vigilant et tendu vers quelque chose d'hypothétique. Cette chose hypothétique, c'est cette lumière pour nous invisible, qui est la souffrance, si on veut l'appeler ainsi. Mais là, je me vois vraiment me répéter ce vers-là, de manière à tendre vers cette lumière que je sais hypothétique et qui le demeurera, mais qui va vraiment me remobiliser et petit à petit, au gré de cette vigilance sensorielle réactivée, je vais revenir au monde. Et j'ai une gratitude extrême pour ce vers-là qui était vraiment au bon endroit dans ma vie, quoi. Et ça me fait penser à une des scènes les plus saisissantes de ton récit, donc qui nous décrit le parcours de ce garçon qui devient adolescent dans un collège puis dans un lycée qui s'appelle La Poubelle, enfin qu'on surnomme La Poubelle, voilà, qui est un collège-lycée très, très chaotique. Tu pourras peut-être d'ailleurs nous le décrire, mais ce saisissement que tu as senti en lisant ce vers d'Akhmatova me fait penser à celui que tu vas sentir face à un vers de Mallarmé, puisque ce récit nous raconte aussi finalement ton éveil à la langue et à ta propre langue. Est-ce que tu pourrais revenir aussi pour nous sur cet épisode tellement important, de vertige aussi, qui va te faire naître au fond à la littérature? Alors, ce sont deux événements frères. Akhmatova et 10 ans avant,
20 ans avant. Oui, c'est ça, c'est 20 ans avant. 14 lycée, ans. ouais. Ouais. 20 ans avant. La fleur de Mallarmé qui se lève sans même que Mallarmé ne soit encore nommé par cette professeure, qui arrive dans la classe. Et cette classe, il y a des gens qui fument du shit au fond de la classe. Il y a des projectiles qui volent de partout. Ce lycée, qui s'appelle ironiquement François Villon, mais je ne connais pas encore Villon, mais il aura aussi une grande importance et il donnera son titre à mon livre. Ça reste un lycée, donc la poubelle, c'est un lycée... après, c'est ma mère qui l'appelait comme ça, je ne sais pas si c'est un surnom qui traîne, mais bon, en tout cas en Île-de-France, on connaît bien ce lycée pour être l'un des pires, et c'est vérifiable. Bon, après, c'est aussi l'un des collèges, des lycées où on trouve les profs les plus investis, parce qu'il faut vraiment le vouloir. Et comme dans tout ce qu'on appelle les REP+, aujourd'hui, ça changera de nom bientôt, mais en tout cas dans tous les collèges et dans tous les lycées problématiques, on trouve des gens qui ont une vocation. Et cette professeure-là dont on parle, c'est vraiment de ces professeurs qui ont une vocation et qui vont communiquer cette vocation. Et elle arrive dans le chaos, et au lieu de vouloir faire autorité, au lieu de vouloir... au lieu d'essayer de faire autorité par les moyens habituels, la réprimande, la menace, elle va tout simplement dire fleur. Elle prononce ce mot avec un grand calme. Elle ne lève même pas la voix pour nous concerner. Et justement, c'est du fait de ne pas lever la voix qu'elle va finir par susciter la curiosité. Parce qu'elle va à nouveau prononcer le mot fleur avec le même calme. Et elle pourrait s'énerver face à ce qui lui fait face. Pardon pour cette formulation. Mais tu es tout excusé. Et elle va prononcer encore une fois, une troisième fois, il me semble, ce mot fleur dans le plus grand des calmes, se lever et écrire au tableau cette phrase, et musicalement se lève l'absente de tout bouquet. Et comme on a été un peu pendu à ses lèvres quelques secondes avant, on est pendu à sa craie qui écrit cette phrase. Et là, moi, je sens quelque chose de très puissant qui est en même temps de l'ordre de l'épiphanie et en même temps de l'ordre de la jouissance première que j'avais à entendre les mots nouveaux quand j'étais enfant, peut-être même avant la parole. C'est-à-dire que ce mot fleur, j'ai l'impression de l'entendre comme pour la première fois. Il s'est levé dans cette pièce comme pour la première fois grâce à cette phrase qui en exprime la teneur en absolu. La fleur, c'est toutes les fleurs et c'en est aucune. Le mot, c'est toujours une évocation. C'est toujours quelque chose qui échappe même à l'imaginaire. Parce qu'on ne voit pas une rose, on ne voit pas un tournesol, et en même temps, on voit tout ça. La fleur, c'est toutes les fleurs et c'en est aucune. Ça me fait frissonner. Je vois le monde différemment et je me dis qu'il en est de même pour les mots comme pour tout ce qui existe. C'est-à-dire que l'existence, c'est une tension vers quelque chose de possible et d'impossible, en tout cas vers quelque chose d'insaisissable. Et Akhmatova, c'est la même chose. Sa lumière pour nous invisible, c'est forcément une lumière hypothétique, mais quand on tend vers cette hypothèse, on est bien en vie, quoi. Et ces deux moments-là sont cruciaux. Ce sont des moments poétiques où l'absence et la présence se réunissent et se tendent, et jamais je sens la vie
plus concrètement que dans ces moments pourtant abstraits. Et est-ce que ce sont ces moments qu'on peut appeler des moments d'entroubli et si c'est le cas, est-ce que tu voudrais bien revenir un petit peu sur ce terme? Tu parlais de François Villon, peut-être d'où il vient, et puis voilà, il y a ce passage, on en parlait tout à l'heure, que j'ai trouvé très beau, où tu parles de ce moment où tu sors d'une longue séance d'écriture, un peu comme dans le Lait de François Villon, qui est cité à la fin du texte, et où vraiment tu es dans cet état, j'ai l'impression, j'ai le sentiment de présence très accrue au monde, puisque tout survient, je crois que c'est ton expression, tout survient de manière comme intensifiée dans ce temps-là de l'écriture qui accroît la présence au monde, et en même temps, tu reçois le monde comme d'un espace en toi-même où tu es comme dans un autre pays, sur un autre continent, comme si quelque chose en toi, de la conscience de toi, s'était aussi absenté. Et est-ce que tu voudrais bien revenir sur cet état? Oui, volontiers. Cet état d'entroubli, qui est l'état poétique suprême, c'est un mot de François Villon. J'ai croisé ce mot une fois encore, par hasard, mais voilà. J'avais pas de titre à mon livre à ce moment-là, et je lis cette langue qui m'est abstraite, parce que c'est une langue médiévale, et je ne suis pas du tout expert. Et j'aime cette langue pour être la langue source, avec aussi toute cette abstraction dont vient notre langage usuel. Et j'y vais comme à la source, c'est-à-dire pour me désaltérer, pour entendre des mots qui parfois ont expiré dans l'usage et qui, pour cette raison même, étrangement, sont très frais à lire. Je lis ça et je m'emporte dans ce délire de François Villon qui boit beaucoup d'alcool en écrivant toute une nuit, et il convie des chimères, il convie beaucoup de choses. C'est une langue opulente, très riche, et on sent cette ivresse, je sens cette ivresse avec lui sans tout comprendre. Des détails de cette ivresse, je la sens très vivement. C'est une ivresse qui relève aussi de la plus grande implication dans l'écriture. Et soudain, il entend les cloches de la sœur bonne qui sonnent 9h du matin par la fenêtre entr'ouverte. Ce faisant, je m'entr'oubliais. C'est ce qu'il écrit. Sans rien comprendre de ce mot, sans rien en connaître, je sens exactement sa sensation à lui, sa sensation d'alors, qui est celle de se retrouver entre les mots, entre la plus grande ivresse verbale, la plus grande ivresse créative, et le monde sensible qui se rappelle, mais qui se rappelle comme au loin, et il est entre deux. Et cet entre-deux m'est familier parce que j'ai exactement ce rapport-là à l'écriture depuis l'adolescence, où je n'écris qu'à m'oublier dans la langue, de manière à ce qu'aussi la langue rejoigne le sentiment et que ces deux choses-là ne fassent qu'une. Et l'entroubli, c'est précisément ça, c'est aussi précisément... Donc on peut aussi être à la réception de l'entroubli. J'ai été à la réception de la fleur de Mallarmé, à la réception de la lumière invisible d'Akhmatova. Et on peut aussi susciter l'entroubli. Et la dernière phase pour moi de l'entroubli, c'est celle que je peux vivre pleinement aujourd'hui, c'est la phase de partage, où je me fais vecteur de cet entroubli, de même que François Villon me l'a donné, cet état. Et je pense que c'est un état partageable, et ça, c'est très beau parce que j'ai un rapport très solitaire, acharné, voire pénible à l'écriture, parce que je suis tellement absorbé que c'en est rude et parfois presque douloureux. Et là, il y a un moment où je me retrouve vulnérable.
ça peut être en librairie, ça peut être au théâtre à Besançon. Donc peu après notre rencontre, j'ai fait à Besançon cette expérience d'1 heure en silence au théâtre face à 110 personnes. Et là, c'était l'entroubli entre la plus grande introspection et le partage le plus concret. Et cette expérience-là est très importante aussi. C'est exprimer mes textes, replonger avec une très grande intensité dans les souvenirs que ces textes convoquent et en même temps être dans une forme d'osmose avec autrui. Et ça, c'est un mode d'entroubli qui est tout à fait comparable au mode d'entroubli que j'atteins dans ma solitude d'écriture. Et c'est assez fou de voir combien tout s'harmonise. Et donc il y a un dialogue entre toi et le public dans lequel tu rejoins cet état de présence et d'absence mêlée. Et il y a aussi ce dialogue entre le texte et l'image dans ton livre, puisque donc, il a été publié au Tripode, une magnifique maison d'édition, qui porte une attention toute particulière, en fait comme tous les livres du Tripode, hein, il y a cette attention à l'image, au dialogue texte-image. Et donc, ce terme d'entroubli résonne avec ce tableau, cet extrait de tableau. Je crois que c'est un extrait renversé du tableau de l'artiste. Est-ce que tu voudrais bien pour nous l'évoquer et nous dire en quoi est-ce qu'il consonne peut-être avec cette notion d'entroubli que tu travailles dans ton récit? Ah oui, alors c'est pas un tableau, c'est une gravure. Une gravure, pardon. Donc c'est de la gravure sur cuivre. C'est à peu près un format comme ça, c'est un plus grand format. C'est une gravure de Giulia Leonelli, qui est mon ex-compagne et qui m'a beaucoup encouragé à l'écriture de ce livre. Et en plus de l'encouragement qui est très important, donc c'était cette confiance qu'elle m'a donnée dans l'écriture d'un livre, elle m'a donné une grande rigueur, parce qu'elle-même, elle pratique la méditation. Moi, je ne la pratique pas du tout, mais je pense que ça converge. Cet état d'entroubli peut-être parle à la méditation. Mais elle m'a donné la rigueur et cette grande ouverture sensible aussi. Et j'ai donc pu écrire sur cette impulsion-là. Pendant 5 ans, j'ai écrit ce livre et le suivant en partie. Et je tenais, alors que nous avons rompu, presque au moment où j'ai mis le point final aux 2 livres, j'ai tenu à ce que nous soyons réunis artistiquement, parce que non seulement je trouvais ça cohérent, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu ce livre, ou pas tout de suite, sans cette confiance très très solide qu'elle m'a donnée pendant toutes ces années, mais aussi parce que sa pratique artistique est très semblable à la mienne. Il y a dans la texture de cette couverture, il y a dans la méticulosité de son trait et dans la grande liberté finale de la forme, quelque chose de l'entroubli chez elle, dans sa pratique artistique. C'est-à-dire que c'est allier une grande exigence technique à finalement un dessaisissement. Aucune forme ne se circonscrit. Tout reste ouvert, et c'est justement au moment où on voit que le texte s'échappe. Chez moi, c'est par la syntaxe. J'ai parfois des textes et des phrases qui peuvent être très, très ambitieuses sur le plan de la syntaxe et finalement très classiques.
il faut que ce classicisme soit suffisamment éprouvé par le sentiment qui me traverse pour finir, dans un suspens et parfois dans une mise à l'écart de toutes ces règles établies qui me servent de socle. En gravure, c'est pareil, c'est une technique qui est exigeante. C'est une technique, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en gravure parce que le matériau, le cuivre, voilà, le cuivre et tous les objets, tous les outils qu'on utilise dessus. Puis après, parfois les passages dans les bains d'acide, après les passages sous presse, tout ça, ça répond à une réalité matérielle très concrète. Il faut une grande exigence et une grande attention technique pour y arriver. Mais elle arrive, Julia, à outrepasser cette rigueur technique préalable pour déboucher sur ce que vous voyez là, quelque chose de souvent nébuleux et de complètement libre. Et j'ai le même rapport à l'écriture, ce qui fait que cette couverture a la même texture que ma prose. Et au fond, Mallarmé ne fait pas la différence entre prose et versification. Et je pense qu'au fond, on est en poésie, quel que soit le médium, quoi. Ça m'évoque mille questions que je voudrais te poser sur la question de la syntaxe et de la voix aussi, notamment, parce que moi, je trouve que c'est la première chose qui apparaît quand on te lit, c'est qu'il y a une voix, en fait. Mais peut-être que ce serait bien quand même pour faire le lien aussi avec tout ce que tu évoques comme thème et comme sujet aussi, de juste parler un tout petit peu avant qu'on t'écoute, un tout petit peu de ton enfance, si tu veux bien, puisque tu disais j'écris pour m'entroubler ou pour m'oublier, et ce que tu décris quand même, c'est aussi une enfance qui est très chaotique. Il y a un chaos psychologique, spatial, chaos du bruit des images. Quand tu es jeune, tu engloutis des images et de la nourriture pour échapper un peu à ce sentiment d'étrangeté qui t'habite. Est-ce que tu pourrais revenir juste pour nous et peut-être pour introduire la lecture que tu vas faire sur le contexte dans lequel tu as grandi? Je grandis dans un quartier populaire à la périphérie de Paris, mais dans Paris, de peu. Et j'ai pas voulu nommer Paris d'ailleurs. Donc quand je situe mon enfance, je préfère la situer sensiblement plutôt que géographiquement. Donc bien sûr, on est dans une grande ville, à la limite périphérique de cette ville, mais il était important pour moi que l'on puisse s'y projeter sans qu'une imagerie vienne faire écran. Parce que justement, pour que l'entroubli soit partageable, il faut ménager cette base sensible et ne rien accoler, que ce soit des termes, et donc le terme de pauvreté, le terme de quartier populaire même que je viens d'employer, ne sont pas des termes que je convoque dans mon livre, parce que le travail, le mien en tout cas, et je pense que le travail de l'écrivain, c'est de donner à éprouver sensiblement les réalités humaines plutôt que de les nommer ou que de discourir à propos. Et donc j'ai grandi dans cette précarité qui, enfant d'ailleurs, est éprouvée plutôt sensiblement que politiquement. J'avais pas de conscience politique. On sent les inégalités de manière parfois très violente, notamment à l'école. On sent la précarité sociale avec ma mère qui quand même panique parce qu'il y aura une menace d'expulsion du HLM du fait de mon père qui était alcoolique et qui buvait l'argent du loyer. Et tout ça, c'est très sensible, on l'éprouve dans notre chair. Et ça forme aussi
une conscience qui, chez moi, a pu être politique à un moment, mais c'est pas ce qui l'emporte. Une conscience sensible de, voilà, de ce qu'est une société, de manière très concrète. C'est-à-dire, on sera mis à l'écart dans l'espace de l'école parce qu'on ne peut pas payer la cantine. On mangera d'abord dans un petit sas qui s'appelle salon d'honneur, et honneur, c'est une abstraction, c'est un mot étrange. Puis on nous dit que pour des questions d'assurance, il ne faudrait pas qu'on nous prenne à nous blesser dans cet entre-deux, parce qu'on est à l'école, mais on n'est pas avec les autres. Il n'y a aucune raison juridique qui peut justifier qu'on se blesse. Et donc le mot, voilà, assurance aussi, moi je prends les mots, je prends ces mystères-là, et je sais que la vie peut-être un jour me révélera, un petit peu comme quand on développe une photo en argentique. Et je vis avec ces mots, je les emmagasine, et finalement, à vivre, on les comprend. Et on comprend que le mot honneur n'avait rien à faire là. Et on comprend que voilà, le mot assurance, tout ça, c'est presque cynique de parler de ça à des enfants. Puis on finit dans la cour. On finit dans la cour parce que du préau, on peut nous voir. Des visiteurs pourraient voir des enfants manger tout seuls sous un préau. Et donc on nous met dans la cour, on nous tolère dans la cour. Et ça, c'est très concret, comme je le dis encore, à vivre. J'ai pas du tout voulu en faire un discours. Je pense qu'on gagne plus à partager ça, de même que Proust nous fait vivre et nous donne accès sensiblement à une enfance dans un milieu qu'on pourrait dire privilégié. Et je l'en remercie énormément. Et il y a des générations et des générations de lecteurs et de lectrices qui peuvent l'en remercier parce qu'on n'a pas accès à ce monde-là. On a accès à des stéréotypes, on a accès à de la sociologie qui peut être très pertinente, mais la littérature, elle nous donne accès presque physiquement à ce que c'est que cette vie-là. Donc, quand on me dit dans un roman social, j'assume complètement la donnée sociale, mais elle n'est pas là de manière programmatique. Tu as publié quelque chose d'ailleurs sur le sujet sur Instagram il y a quelque temps, effectivement, que tout roman devenait roman social, je crois. Je me souviens plus de la formulation exacte mais que cette étiquette revenait très souvent pour des romans qui n'avaient pas forcément vocation à être des romans de société, romans sociaux. Oui, je dis que je m'étonne, ou plutôt je m'effraie de la paupérisation que je sens vraiment prégnante aujourd'hui. C'est de plus en plus évident. C'est ce que je décris moi, adolescent, puis moi, ce que j'étais quand j'étais étudiant, j'étais boursier. Donc dans le deuxième livre, il y aura aussi cette réalité-là. C'est maintenant généralisé. Et là, je suis dans le prix France Culture des étudiants, j'ai cette chance de participer à ce prix-là. Je rencontre des dizaines et des dizaines d'étudiants. Et malheureusement, la réalité sociale, qui était tout de même marginale pour moi il y a 10 ans, est devenue presque la norme. Donc, bon, je me permets cette petite sur Internet, j'ai écrit un petit texte pour dire que voilà, mon roman n'est pas un roman social à proprement parler, et que malheureusement, maintenant, tout le monde, plus ou moins, enfin, de plus en plus de gens, et très très massivement, enfin, quand ils vont raconter leur vie, vont écrire des romans sociaux. Et que ces romans aient une vocation politique ou non, la réalité de cette société, ça va confiner à cette triste, voilà, à cette triste expression des inégalités, des injustices sociales qui sont en fait le monde actuel. Ça, je m'en attriste, mais ça me permet aussi de dire que, enfin, de rappeler que je suis pas là pour
comme écrivain social. Je suis beaucoup plus là comme poète qui écrit sa vie que comme écrivain social. Ou sa vie, ou la vie qui me traverse plutôt. Eh bien, écoute, je te propose de nous la dire maintenant. Je Tu es d'accord. je t'en sais pas. Est-ce que tu veux te mettre debout, assis? Qu'est-ce qui t'arrange le mieux? Normalement, je le dis debout, mais là, c'est pas mal assis, ça va aller. T'es sûr? Ouais. Sinon, on peut arranger l'estrade. Peut-être tu seras mieux debout. Donc là, tu couperais le... Non. Enfin, on Pas fera peut-être forcément. on pourra au montage. Ok. On fera. Comme tu veux. Sens-toi à l'aise. Qu'est-ce que tu préfères? Debout, c'est très bien. Ok, Ouais, c'est allez. mieux. Ouais. On va décaler. Ah, merci. Ouais, hop. Merci. La ville est claire, ce qui sans elle serait la nuit. Plus haut encore, 4 lampadaires s'inclinent. Sur un rectangle synthétique où jaillit un ballon. Tous à sa poursuite. Sans maillot ni arbitre, on devine à qui pourchasse et à qui réclame, avec et contre qui on est. D'ici, nuées autour des spots, les mouches passent pour des lucioles. Dans les nets contours du lieu, on court à l'infini. Là, on se bouscule, bascule, s'insurge, se relève, se distance, frappe, marque. On salue la foule qu'on imagine. Et déjà le ballon s'émancipe. Et déjà on court à lui, se le dispute. Tandis que les nerfs se lassent, que les règles s'essoufflent, il est temps pour les vaincus de demander la défaite au vainqueur, qu'il accepte comme une faveur. Alors on s'agglutine, toutes mains aux hanches, face à une seule cage démesurée, où l'on tire de trop près sur un gardien sans défense et sans gants, désigné volontaire. On frappe comme on s'insulte et comme on rit, sans compter. L'enjeu est déjà hors du cadre. Parmi des centaines de carrés de lumière, chacun en guette un, du coin de l'œil. Il faudra rentrer dans les temps. On se propulse en coup de vent dans les rues où le ballon tombe des mains jusque sur la route.
on rattrape le retard qu'on s'est créé. Et puis on arrive, sans plus de souffle, pour boire et manger ce qu'il y a à boire et à manger. Échoué sur un coin du buffet, où il tenait d'une main une bouteille en plastique et de l'autre l'endive qu'il croquait à pleines dents. Cet inconnu rougeâtre dont le crâne luisait certains soirs dans notre cuisine, buvait au goulot le vin sombre qui était son odeur. Sur lui, la lumière semblait peser. Il était petit et massif, étrange. Étrange d'être homme. Ses grosses joues écarlates étaient parsemées de poils drus. Certains sortaient en pagaille de ses oreilles. Il y avait des poils jusque sur chacune de ses phalanges. Une chevelure grasse et brune se plaquait au pourtour de son crâne. Des sourcils noirs et touffus s'abaissaient sur des yeux trop profondément enfoncés d'ombre pour être vus. Et peut-être pour voir. Ses pupilles, relevées vers nous sans s'y poser, recélaient la clarté discrète d'un verre taché de gris. Il y avait nous et lui, qu'une coïncidence menait parfois à se nourrir dans un même lieu, sans se savoir. Au surplomb, notre mère, debout, appuyée d'une main sur l'évier, devenait une source continue de décibels, prenant, dans l'encombrement moite de la cuisine, l'importance d'une pensée. Cascade aigre de mots qui finissaient en insultes, en pleurs, à hurler. Il fallait peu de temps pour que, bouche pleine, nous pleurions et hurlions tous, conséquemment et sans motif. Peut-être de fatigue. Et enfin, de la fatigue que cause pleurer. Lui se redressait alors dans une grimace et un soupir, quittant à pas lourd sa bouteille vide. Les insultes de notre mère et ce vacarme strident et polyphonique que nous étions en surplus. Dans cette phase du drame récurrent, elle épongeait ses larmes comme les nôtres. Le calme revenait. Après le repas, en enfilade derrière elle, dans le couloir qui menait de la cuisine à la salle de bain, nous apercevions au passage, dans l'entr'ouverture du séjour, sur une chaise, le volume d'une silhouette.
tête baissée, dans l'obscurité. Au retour, la silhouette encore immobile devenait sonore. Nous nous éloignions par binôme d'un ronflement que portes et distances ne pouvaient tout à fait assourdir. Certains soirs, un moment atteint de silence s'arrogeait l'espace de la cuisine et m'était réservé. Le temps que mes frères gagnent leur chambre, la pièce, changeant de fonction, changeait de nature. Me trouver seul avec ma mère était en soi un événement troublant. Et bien que rituel, chaque fois exceptionnel. Tout semblait différent, à commencer par le temps. Le sommeil déjà m'arrachait des bâillements. J'étais alors autant en joie qu'en lutte. J'avais en moi quelque chose à puiser, à opposer à la somnolence. Cette énergie-là était à concentrer, à affecter tout entière à notre tâche. Après un coup d'éponge sur la table, elle disposait le cahier, puis se penchait sur moi, et à travers moi, sur les lettres qu'elle me soufflait à l'oreille. Chacune était un son. La magie commençait d'emblée à cette faculté que les signes ont à résonner de mémoire et de vive voix, leur association créant des syllabes. Ces syllabes, des mots, les mêmes que dans la vie. S'amorçait alors une rude incursion de l'autre côté de la parole. La parole, sur la page, recélait un avant, une réalité antérieure au souffle. Déchiffrant à haute voix chaque amalgame de caractères, j'étais chaque fois bouleversé d'avoir été traversé. C'était donc par là, par nous, que les mots, nous empruntant, rejoignaient l'air de ce monde. Ma mère, autant que moi, s'en émouvait, me souriait, m'encourageait. Prononcer était un émerveillement partagé, ardent, incantatoire.
À rebours de ma voix, je surprenais chaque fois un vague écho muet. Écho de sens. Mais il était trop tôt pour ça. Et déjà trop tard. Je tombais de fatigue. D'une fatigue embrasée, où il y avait encore des mots. Fuyant. Crépitant. Infini. Merci. Merci beaucoup, Sibo. On va prendre quelques questions, si vous voulez, avant de terminer cette... La fleur. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, poser une question à Thibaut, une remarque, un partage? Alors, il y a une question juste là, et puis on vous passe le micro juste après, comme ça vous avez le micro pour... Bonjour, merci pour ce partage. Ça marche pas. Sinon, je peux... C'est pour l'enregistrement, il vaut mieux que ce soit... Oui, merci. D'accord. Vous laissez une grande place à la poésie, et je souhaitais simplement savoir si vous écrivez aussi des vers, tout simplement, sous forme versifiée, pour vous, parce que pour vous, tout est poésie en termes d'écriture, si j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a différentes formes, malgré tout, de poésie, où tout est dans la prose, dans le récit? Merci pour la question. Alors, je suis assez d'accord avec Mallarmé. Je le savais intuitivement, mais j'ai aimé cette phrase de Mallarmé qu'on dit être le premier poète en prose. Et il dit qu'il n'y a pas de séparation entre... Il dit en fait qu'il y a vers dès que rythme, et rythme dès que style. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, même chez Marguerite Duras, pour moi c'est de la poésie, ses romans sont des poèmes. Et Marguerite Duras, justement, qui a aussi une grande attention perceptive, sensorielle, dira que tout bon roman est un poème. Et ça, c'est une idée, et ça m'a fait du bien chez Mallarmé, d'entendre ça chez Mallarmé et chez Marguerite Duras, donc je suis très proche des deux, parce que ça m'a décomplexé. Quand j'étais adolescent, je me disais, moi, je vais écrire que La Fleur de Mallarmé. Je ne dois écrire que des vers flottants de cet ordre-là. C'est l'absolu ou rien. Puis, je me suis ouvert à l'idée qu'on pouvait raconter une histoire qui débouche sur
la poésie, sur l'entroubli dans mon cas. Et donc, peu importe le passage, tant que le débouché, c'est cet absolu-là. Et ma voix, pour le moment, c'est celle-ci. J'ai un peu renoncé à cette idée du vers qui viendrait comme ça de nulle part, et je peux isoler, si je le souhaite, dans mon texte, des phrases, et j'espère presque à chaque fois, parce que chaque texte, c'est un texte qui est fragmentaire, cherche un petit peu de cet absolu. Alors, tous les textes n'y arrivent pas, mais je ne raconte jamais une histoire pour seulement une narration. Il faut que le sensoriel débouche sur un peu d'air et d'insaisissable. Sinon, c'est ce à quoi je tends dans la vie, et c'est ce à quoi je tends dans cette histoire que je déroule. On va vous donner le micro, c'est juste pour l'enregistrement. Merci. C'est juste une remarque. Je vous écoutais les yeux fermés, je me laissais pénétrer par vos mots. Et alors que vous avez des phrases courtes, vous n'utilisez pas beaucoup d'adjectifs, mais plutôt, ou alors ils sont séquencés, voilà. J'ai éprouvé le même sentiment que quand je lisais du Proust. Ouais, j'en suis très heureux. J'en suis très heureux parce que Proust, son écriture est un rapport au sensible et donc au temps. Et ce qu'on appelle vécu, qui est en fait un participe passé qu'on a substantivé, le vécu, c'est pas applicable à Proust. Parce que quand il n'y a rien de révolu chez Proust. Et c'est exactement à ça que je tends, c'est-à-dire que je veux absolument moi-même renouer avec mes sentiments et mes sensations d'alors, de manière à ce qu'elles me traversent et à ce qu'elles vous parviennent. Et c'est cette sensation que je cherche et que je chéris en littérature, chez Proust, chez Duras, qui jamais n'utilise le narratif ou n'utilise la langue. On pourrait s'arrêter là. Ils ne l'utilisent pas. Ils la vivent et ils la donnent à vivre comme une voix sensorielle et psychique, mais jamais strictement intellectuelle. Oui, moi, quand j'ai entendu le texte, j'avais le sentiment d'une langue où une personne est traversée par quelque chose. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, je trouve. C'est-à-dire, c'est un texte qui est à la fois très ciselé, mais en même temps, c'est pas comme ça que je le définirais, parce que j'ai l'impression que tu es traversé par quelque chose. Donc, tu es un passeur de quelque chose qui vient d'un ailleurs, que tu appelles parfois un avant, et c'est un peu la sensation que j'ai, en fait. C'est le but. Mais merci beaucoup. Oui, c'est ce que je disais en entame. Moi, l'entroubli, je le reçois de François Villon. Et je me dis que si je le reçois comme ça, je me doutais que beaucoup de gens allaient le prendre pour un néologisme. Moi, si je ne l'avais pas croisé chez Villon, je l'aurais pris pour tel, comme tel, pardon. Et je me dis que s'il traverse les siècles, mais comme sensation, c'est que je peux, au moins avec mes contemporains, le partager à mon tour, et que finalement toute la poésie, voilà, tout ce qu'on cite là, Mallarmé, Proust, emprunte cette voie-là.
Et c'est heureusement une voie commune. On peut, même si ça part de la plus grande concentration, comme je le dis aussi dans ce texte où j'apprends à lire, tout doit être affecté à notre tâche. Et cette concentration, c'est ça son miracle. Et le miracle du langage, c'est que ça peut ensuite être communiqué. Merci d'abord. Merci. Je faisais un lien avec un auteur, Charles Juliet. Quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à lui assez vite. Et en fait, je vois bien que c'est pas tout à fait. C'est pas un poète, mais il y a cette volonté, cette envie de creuser, de chercher l'exactitude, le mot juste. Il y a une espèce de profondeur qui t'a trouvé un peu de vertige et qui m'a vraiment fait penser à Juliet beaucoup dans sa difficulté à essayer de cerner les choses ou d'ouvrir vers quelque chose. C'est juste une observation. Le seul nom de Charles Juliet m'enjoue. J'adore Charles Juliet. Je me sens très proche de lui, alors que stylistiquement, on est à des années-lumière. C'est pas du tout le. Mais moi, la forme, ça m'importe peu. Je suis tout aussi sensible à Beckett qu'à Charles Juliet. Je suis tout aussi qu'à Proust, qu'à Céline. Il y a pas de. La forme, c'est pas l'important, c'est une voix. C'est des voix aussi VOIX auxquelles on s'attache. Mais Charles Juliet, je me sens très très proche de lui. C'est quelqu'un qui avait un rapport à son vécu par la langue. Et dans la grande simplicité de sa langue, il cherche bien sûr ce que cherche Beckett, l'innommable. Il cherche le sens, je ne sais pas, ou l'existence. Il pressent dans le fait de vivre quelque chose d'irrésolu, et c'est à ça qu'il tend. Même quand il raconte des histoires très simples de son enfance, et quand il revient, moi j'aime aussi son rapport à la mémoire, dire qu'il revient, c'est comme un ressac, même d'un ouvrage à l'autre, sa mémoire fait des vagues. On parlait de Virginia Woolf aussi en entame, qui a ce rapport de ressac mémoriel. Et donc dans Lambeau, par exemple, il va parler de sa mère, il va se faire une fiction de ce que sa mère, qui n'a pas pu connaître, a pu vivre. Et à la fin, il va quand même va y avoir une vague qui rappellera l'année de l'éveil et ses années d'enfance comme enfant de troupe. Et ce n'est pas des redites. C'est-à-dire que la mémoire, c'est physiologiquement un peu comme un océan. Je vois ça vraiment comme avec ses marées, avec ses tempêtes, il y a vraiment tout ça. Et donc chez Juliet, je me sens très très proche de lui, également aussi, et c'est pas une thématique, mais pour son rapport vital à l'écriture, quand il va être justement enfant de troupe et qui se retrouvera au mitard, il se retrouve comme ça dans un cachot, hein, vraiment, il n'y a rien, il n'y a même pas de lumière. Il va trouver un petit objet et il va graver un poème, son tout premier poème, dans le parquet. Et c'est un poème auquel il n'aura accès qu'avec les doigts, qu'à le lire comme ça, comme les aveugles lisent le braille. Et avoir inscrit ça, et pouvoir le lire lui-même après, comme ça, lettre après lettre, dans l'obscurité, c'est tout son rapport à l'écriture. Et c'est vraiment un rapport vital avec lequel je suis en complète empathie.
Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, j'ai lu aussi votre livre avant de venir. Et j'étais vraiment bouleversée. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre d'une telle qualité. J'étais vraiment très prise par le sens, un grand sens de présence et un grand sens du visuel. Souvent, quand je lis, je me perds dans les mots et j'ai du mal à aller dans l'histoire, à visualiser. Et là, dans votre récit, tout venait tout seul, quoi. J'avais l'impression d'être vraiment avec vous et de vivre tout ce qui se passait. Et j'étais un peu saisie dans la première partie, avec un sentiment un peu d'urgence. Et j'étais un peu plus apaisée dans la deuxième partie. Mais ce qui m'a beaucoup touchée dans la deuxième partie, c'était au tout début, lorsque vous décrivez votre oncle et votre tante. J'ai trouvé ça vraiment d'une finesse et d'une beauté vraiment extraordinaire. Donc voilà, je voulais partager ça. Merci beaucoup. Oui, alors je voulais partager une expérience. Du coup, pour moi, c'est l'inattendu, puisqu'en fait, je n'ai pas lu le livre. Donc j'étais porté par l'écoute de votre lecture du texte. Et j'ai vécu 2-3 moments où j'ai vraiment été touché très profondément. Et je dirais que ça s'est fait via des synchronicités. C'est-à-dire que avant même que vous prononciez par exemple le mot somnolence, j'étais rentré dans un état de somnolence. Et ça a vraiment fait sens à partir de ce moment-là. Et là, j'étais complètement dans ce que vous disiez. J'étais complètement avec vous. Et je le relie un petit peu à mon expérience de la pratique de la méditation, à un moment où, en fin de compte, il y a une perte de repère, quelque chose, et en même temps, quelque chose de très incarné, très posé, et de grande ouverture à tout ce qui peut arriver. Donc, et je me disais, comme ça, que l'entre-oubli, est-ce que c'est pas un peu ça, cette expérience un peu de quelque chose là qui... C'est comme si on se perd et en même temps c'est très incarné, très présent. Oui, l'entre-oubli, c'est exactement ça. C'est le moment d'extrême présence et d'absence mêlée. Mêlée, c'est toi qui l'écris. Et j'ai trouvé ça. C'est ça. C'est un moment, j'avais écrit un texto à mon éditeur. Je lui dis, j'écris pour me réunir. Et c'est lui qui me répond, et pour te dissoudre. Et j'ajoute simultanément. Et c'est vrai que c'est très proche, je pense, des états méditatifs qui me sont étrangers dans la pratique que vous en avez. Mais j'ai jamais essayé la méditation. Mais je suis à peu près sûr d'instinct que c'est la même chose. Sans trop oublier, d'ailleurs, il y a ce S apostrophe qui est très important. C'est vraiment la dissolution du soi. C'est quelque chose où on est... C'est un état, on est tellement dans les sens qu'on n'y est plus seulement. Et surtout, il y a ce terme très populaire, on dit « je suis plus personne ». Et c'est salutaire parfois de n'être plus que ce corps qui respire et qui revient plus ou moins dans un temps de latence et qui est pour moi très fécond. Un temps de latence entre sensible
et oubli. Merci beaucoup. Si je peux ajouter juste une chose à ce que Jean-Jacques vient de dire, et que j'ai mal dit tout à l'heure, dans le passage où tu décris l'entre-oubli, il y a le tout survient. Je développe, enfin, je suis dans un état de très grande vigilance au réel qui m'arrive avec une intensité très forte, et en même temps tu dis, à un moment je crois, je suis hagard. C'est-à-dire, il y a quelque chose, une désorientation et une perte de repères qui, je pense, est assez proche de l'expérience dont parle Jean-Jacques, et qui est aussi celle de la pratique de la méditation, en effet. Perte de repères et en même temps, grande présence. Donc oui, ça... Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque ou... Eh bien, un immense merci. Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment, du fond du cœur. Merci beaucoup pour ta générosité. Ça m'a fait vraiment très plaisir qu'on puisse discuter et puis t'écouter. Vous êtes les bienvenus pour boire un petit verre de cidre ce soir, avant de repartir braver la pluie. Et puis si vous souhaitez vous procurer l'entre-oubli, eh bien, nos partenaires de la librairie Almora sont là pour vous les proposer. Et puis Thibaut, si vous souhaitez, pourra dédicacer son livre. Merci beaucoup, cher Thibaut. Encore. Merci à